du Congo constitue le deuxième massif forestier au monde. Il est en même temps un scandale géologique. Comment le gouvernement gère-t-il ces richesses du sol et du sous-sol, ainsi que les questions liées à l'environnement, un exercice d'irrédevabilité, puisqu'il y a eu des actions qui ont été menées, des réalisations accomplies qui ouvrent tout naturellement à des perspectives. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui le ministre des Mines, Louis Watouma Kabamba, et la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Marie Nyangen Dambo, sous un accueil sympathique de ce public composé des jeunes, de la société civile et des étudiants. Nous vous demandons de bien vouloir nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, c'est ainsi que nous allons poser pas une sorte de questions. Les questions, nous allons les commencer avec Oscar Mbal. Après une année, quel est votre ressenti sur l'état général de la nation dans vos secteurs respectifs? Nous commençons par la ministre de l'Environnement. Votre ressenti général. Merci beaucoup, Madame Mamina, pour la question. Une année après, nous sommes satisfaits des résultats que nous avons pu apporter à la nation. Nous avons mis en place des réformes structurantes qui vont permettre au pays d'enclencher des résultats économiques et les bénéfices sociaux pour la population. Et nous continuons à travailler pour que ces résultats soient retentissants au niveau de la base et surtout dans les zones rurales où la population de la RDC est représentée à plus de 70%. Donc, nous sommes satisfaits. On pourra aller dans les détails tout au long de cette émission. Merci. Bien sûr. Monsieur le ministre des Mines, votre ressenti général dans votre secteur, une année après. Merci. Et je dirais d'abord, c'est un sentiment de gratitude, de profonde reconnaissance au chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que Madame la Première ministre Judith Suminwa, pour la confiance placée en moi, modeste personne, de diriger ce grand ministère, mais également une reconnaissance vis-à-vis de mes prédécesseurs, parce que je n'ai fait qu'enfoncer une porte qui était déjà ouverte. Un grand travail a été fait avant mon arrivée, et je n'ai fait que m'aligner dans la continuité. Je les remercie toutes et tous. Maintenant, ce qui est vrai, en termes de ressenti, c'est s'il y a des vrais challenges dans ce secteur, que ce soit du point de vue de la bonne gouvernance, redevabilité, traçabilité, transparence, que ce soit du point de vue de la fraude minière, que ce soit du point de vue d'un encadrement effectif de l'artisanat minier, que ce soit du point de vue d'une répartition plus équitable des richesses créées finalement, avec toutes les parties prenantes, particulièrement les communautés locales autour des sites de projet, mais également une faible connaissance de notre sous-sol géologique. Et enfin aussi la soif de voir de nouveaux projets qui sortent un peu du modèle hérité de la colonisation qu'on connaît au Katanga encore jusque maintenant avec le cuivre et le cobalt. Mais je pense qu'on en parlera un peu plus au cours de l'émission. Monsieur le ministre, peut-être Mamina, avant de vous redonner la parole, vous êtes un homme de sérail, vous avez passé les clers de votre temps dans les mines, c'est votre dada. Vous êtes un homme de sérail, un expert. En un an concrètement, quelles sont les actions majeures que vous avez entreprises dans votre secteur, concernant y compris notamment la formalisation de l'exploitation minière artisanale et la lutte contre la fraude, en deux mots? En réalité, comme je le disais au début, en arrivant à ce ministère, on ne réinvente pas la roue. En fait, il y a une feuille de route qui traduit en action concrète la vision du chef de l'État, qui est celle de faire une gestion durable et responsable de ce secteur et finalement créer des richesses et faire du Congo une puissance, pas seulement industrielle, mais géopolitique également.
et pas seulement juste au niveau régional, mais continental et même planétaire. Et donc, tout cela a été mis en action concrète. Et ces actions tournent autour des différents challenges que j'ai expliqués ici. Si on regarde à la gouvernance minière, par exemple, il y a une très forte poussée qu'on a pu réussir de digitaliser les systèmes. Aujourd'hui, le cadastre minier, par exemple, qu'on peut citer un exemple, a pu récupérer près de 3000 km² de concessions qui sont revenus dans le domaine public du cadastre minier pour une redistribution à des personnes ou à des structures qui sont mieux outillées du point de vue tant financier que technique pour justement découvrir de nouveaux gisements, les exploiter. Il y a le CEC qui a, avec du matériel de laboratoire de dernière génération aujourd'hui, pu déceler des sous-produits qui étaient dans certains de nos produits miniers exportés et qui, dès le mois d'octobre déjà, vont commencer à rapporter plus de 136 millions de dollars qui échappaient complètement au trésor de l'État. Tout ça, c'est du point de vue de traçabilité, gouvernance et bien entendu, nous avons institutionnalisé le dialogue avec la Chambre des mines, parce qu'il est très important de dialoguer avec les opérateurs miniers, de parler des sujets qui fâchent, notamment la fiscalité, la parafiscalité et tout ce qui est comme zone d'ombre dans l'application du code minier. Du point de vue de la fraude minière, nous avons fait beaucoup d'itinérance dans le fin fond de la RDC, que ce soit dans le Lualaba, que ce soit dans le Haut-Katanga, dans le Bas-Ouélé, Haut-Ouélé, Maniema, Ituri et autres. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de mesures répressives qui ont été prises à cet effet. Il y a aussi une initiative très heureuse dans la lutte contre la fraude minière, c'est l'émergence de DRC Gold Trading, qui, en partenariat avec la Banque centrale, aujourd'hui met suffisamment de fonds pour pouvoir résorber tous ces torts qui nous échappaient. C'est vrai, un long voyage commence par un premier pas. Je crois que l'année dernière, DRC Gold Trading a pu mettre dans le circuit officiel un peu plus de 2,8 tonnes d'or, ce qui équivaut à peu près à un peu moins de 300 millions de dollars en termes de valeur marchande. C'est déjà un grand pas. Et bien sûr, cela va continuer. En termes d'encadrement de l'artisanat minier, nous avons pu mettre à disposition près de 64 zones d'exploitation artisanale. Maintenant, elles ne sont pas encore effectives, elles le seront très bientôt parce qu'il faut les viabiliser également. Il faut trouver des bons opérateurs pour faire la découverture et la rendre accessible pour qu'il y ait moins de pénibilité pour les artisanaux qui vont travailler dedans, qu'il y ait moins d'accidents, un meilleur encadrement. Nous avons mis en place également une police d'assurance pour les artisans miniers. Nous sommes en train de les professionnaliser petit à petit en réalité, pour que lorsqu'il y a un accident, lorsqu'il y a besoin de soins de santé, etc., au-delà de la santé universelle qui a été décrétée par l'État, qu'ils aient encore une assurance à eux qui puisse les couvrir. Du point de vue de l'exploration géologique, avec Excalibur, nous avons signé un grand contrat de 180 millions de dollars. Ça fait jaser beaucoup de monde parce que le montant est énorme. Mais croyez-moi, la RDC a une dotation minérale qu'il faut prendre à sa propre taille. Il faut connaître ce que le Congo regorge. Et donc ce programme est en cours. Il a commencé par le Grand Katanga dans une première phase. Maintenant, nous allons vers le Grand Kasaï en nous déportant vers l'ouest du pays avant d'aller vers le nord. Mais également, nous sommes allés au musée africain de Tervuren parce qu'on a encore beaucoup d'archives géologiques là-bas. Nous avons mis en place un groupe de travail où les Congolais, nous, nos géologues aussi, vont participer activement pour qu'on accélère un peu la digitalisation de toutes ces données, parce que cela nous permettra justement d'utiliser des plateformes d'intelligence artificielle en y ajoutant tout ce qui est comme données de télédétection spatiale, géosatellitaire et autres, pour pouvoir accélérer la connaissance géologique et découvrir de nouveaux gisements. Et enfin, peut-être, si je peux rapidement, Monsieur le ministre, parce terminer que... par un dernier point qui est très important également. Je disais tout à l'heure, il faut sortir un peu des sentiers battus. On connaît le cuivre et le cobalt qui payent un peu presque 80% des factures de la République aujourd'hui, mais il faut de nouveaux gisements. C'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons lancé au Kasaï un projet très ambitieux pour le cuivre,
Parce qu'en réalité, le Kasaï, quand on voit l'amiba, on pense au diamant, mais en fait, l'amiba, c'est un polymétallique, comme on voit par exemple à Kipushi ou autre. L'exploration, le programme de forage a démarré officiellement. Il est en cours pour le moment. Bientôt, on verra les résultats de cela. Nous avons lancé également un grand projet dans la partie nord, qu'on appelle la Grande Orientale, pour le faire. Voilà un peu tout ce qui a été fait pendant tout ce temps. Monsieur le ministre, la RDC, scandale géologique, la terre entière le sait. Est-ce que depuis que vous êtes là, de plus en plus, ces richesses profitent aux populations? Mamina, c'est une très bonne question. Avant tout, j'aimerais dire une chose. Quelle que soit la qualité de la dotation minérale qu'on a, quelle que soit la qualité du gisement qu'on a, cela ne se traduit pas directement en prospérité. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord le courage des réformes. Il faut rendre le pays attractif aux investisseurs. Il faut les sécuriser. Il faut qu'ils aient une lecture claire de comment ils seront sécurisés, où vont ces investissements-là et comment ils vont se retrouver. Mais également, il faut beaucoup d'intelligence, il faut beaucoup de discipline, d'engagement. C'est plusieurs ingrédients qu'il faut à la fois. Et c'est à cela que nous devons surtout nous atteler. Maintenant, est-ce que ça profite aux Congolais? Oui, ça profite déjà aux Congolais, parce que le législateur, dans le Code minier de 2018, a renforcé les paiements infranationaux, c'est-à-dire 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières qui doit aller dans les escarcelles de communautés locales, la redevance minière dont un pourcentage doit aller dans les escarcelles de la communauté locale, les cahiers de charges, etc. Quand on prend tout ce package, on est à ce jour à plus de 600 millions de dollars qui sont allés dans différents projets, hôpitaux, écoles, une bonne centaine de points d'eau potable et autres. C'est déjà du concret. Est-ce que c'est assez? Non, ce n'est pas assez. Il faut faire davantage, c'est vrai, ça il faut le reconnaître. Alors, l'autre question, vous avez fait allusion à des zones d'ombre dans le code minier. En 2-3 mots, c'est quoi? C'est-à-dire, vous allez voir beaucoup de contentieux qui se font parce que il y a ce qu'on appelle chez les anglo-saxons certainty of law. La loi ne doit pas être sujet à des interprétations. C'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas plusieurs nuances de gris. Donc il faut veiller à ce qu'on évite des interprétations qui vont dans divers sens, qui créent des contentieux, et cela met mal à l'aise l'investisseur. Maintenant, tout ça, c'est dans l'application correcte du code minier qu'il faut aller. C'est une raison pour laquelle nous avons institutionnalisé ce dialogue avec les opérateurs, pour qu'on parle tous le même langage, qu'on regarde dans la même direction. Monsieur le ministre, peut-être une question qui me taraude l'esprit. Ça a été évoqué lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État. Est-ce que le gouvernement souminois, notamment votre secteur, est-il parvenu à sortir les militaires, les policiers des sites miniers? Cela est en cours et je vais faire le point, si pas cet après-midi, lundi, je pense, avec l'état-major des forces armées pour pouvoir savoir où on est, parce qu'on a mis une task force pour évaluer le progrès qui se fait. Mais croyez-moi, la décision du chef de l'État, elle n'est pas à discuter, elle est à exécuter. Donc, elle est considérée que c'est en cours d'exécution. Ouais. C'est juste qu'on va faire le point pour savoir où on en est. On peut parler de la minière de Bakwanga, l'Amiba. Bien sûr. Un gros canard boiteux. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'Amiba renaisse de ses cendres? Il y a eu plusieurs engagements, plusieurs promesses, mais on a l'impression que c'est toujours mort. C'est vrai, d'autant plus que l'Amiba porte les espoirs de tout un peuple. Un peuple qui est dans le Grand Kasaï. Et quand on regarde dans l'histoire, l'Amiba a beaucoup donné dans ce pays en termes d'émergence d'autres industries. Et donc, il est normal que les attentes soient très élevées. Je ne sais pas parler à la place de ceux qui étaient là avant moi, mais ce que je sais, c'est qu'avec ma collègue... C'est la continuité des affaires de l'État. Oui, bien sûr, bien sûr. Je réponds à la question. Avec ma collègue ministre du portefeuille, il y a en ce moment-ci des consultations très poussées pour mieux restructurer les choses, aller de l'avant. Parce qu'il faut changer même l'état d'esprit. Comme je disais tout à l'heure, on a toujours pris l'Amiba pour une mine de diamants. Mais en fait, l'Amiba, c'est un polymétallique. Il faut voir cela dans sa globalité et voir comment on va justement asseoir les conditions nécessaires pour pouvoir attirer tous ces investissements-là. Monsieur Louis Atoum Kabamba, nous avons été
à la conclusion de l'accord du partenariat stratégique le 4 décembre 2025 à Washington. Et aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Non, je ne crois pas qu'il y ait de la léthargie. Bien au contraire, il y a de très grandes avancées. Mais je pense que parfois, il faut laisser le temps aux affaires de se faire. Et les affaires, généralement, ne se font pas avec beaucoup de bruit. Par contre, ce qu'il y a de concret sur le terrain, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, avec la reprise de Chemaf, je peux vous dire qu'on a sauvé 2000 emplois. Et on a pu sécuriser plus de 5000, si pas 10 000 creuseurs artisanaux. Et ce sont les Américains maintenant qui, Oui, bien sûr. qui Oui. sont sur schéma. Oui. Bon, oui, d'accord, mais ils ont un opérateur qui n'est pas nécessairement américain, mais qui est là, Lloyds, qui est en train de le faire. Et bien sûr, en attendant le lancement de la production de l'usine de Mutoshi qui est en train de finir sa construction. Donc il y a ça. Mais il y a également de nombreux permis qui ont été donnés pour le lithium à Cobalt. Comme vous le savez, c'est une société, le moindre de leurs soucis, c'est le cash. L'argent, ils en ont. Et donc, il y a un investissement de plus d'$1 milliard qui est dans le pipeline pour créer plus de 3000 emplois. Ces choses sont en train de s'exécuter maintenant, au moment où nous sommes en train de parler. Et donc, je crois que... Et bien sûr, il y a d'autres opportunités qui sont en cours de discussion. Permettez qu'on n'en parle pas à ce stade, parce que c'est encore un comité assez restreint. Mais les discussions évoluent très positivement, pour qu'il y ait encore davantage de retombées pour la RDC. Les minerais de la transition écologique, cobalt, lithium, etc. Comment est-ce que vous comptez faire pour que la RDC passe de statut de pays qui les renferme à pays exportateurs qui les transforment? Ben, je crois qu'un premier pas a déjà été fait maintenant avec Manono Lithium, qui a fait la première exportation de concentré de lithium pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Et ça va très vite parce que on a commencé à les concentrer, mais d'ici décembre déjà, on va commencer à produire du sulfate de lithium. Sulfate de lithium qui, comme vous le savez, a plusieurs applications industrielles dans plusieurs domaines d'ailleurs, pas seulement des batteries, et même de la santé également. Voilà un investissement de plus d'$1 milliard qui crée déjà 1500 emplois et qui commence déjà à faire la différence là-bas. Et je crois que bien d'autres projets vont suivre parce que il y a également des Congolais qui vont se faire connaître très bientôt également, qui vont aussi avoir une mine à eux parce qu'ils ont investi énormément dans l'exploration. Ils ont découvert des gisements et maintenant il faut aller dans la phase de structurer le financement pour qu'ils puissent décoller. Donc il y a de très très belles perspectives de ce point de vue-là. Il y a 2 ans environ, on avait parlé du projet d'implantation de l'usine de batterie en RDC. Où en est-on? Très bonne question. Lorsque j'ai signé avec mon homologue chinois, le ministre, l'équivalent du ministre des Mines chinois, il y a deux mois, je crois, quand j'étais en Chine, une mise à jour du protocole d'accord que nous avons entre les deux pays. Ce sont des points spécifiques que nous avons ajoutés dans cet accord-là. Parce que j'ai fait comprendre à mon homologue, voilà, nous avons fait les réformes nécessaires au pays, nous avons créé les zones économiques spéciales avec une fiscalité, une parafiscalité plutôt attractive, avec guichet unique et tout ce qui suit. C'est pour justement attirer les investisseurs qui vont venir dans le continuum de création de valeur, au-delà de l'extractif que nous faisons et qui nous fait capturer moins de 10% finalement de ce continuum de valeur, de chaîne de valeur. Il était bien entendu que la Chine s'engagerait pour faire venir justement des opérateurs à ce niveau-là. Nous allons faire le point le mois prochain pour savoir où on est. Monsieur le ministre, avant peut-être de parler de perspective, la République démocratique du Congo, notre pays, votre pays, possède d'immenses richesses en uranium, notamment à Chinkolobwe, dans le Haut-Katanga. Bien que son exploitation soit interdite, des enquêtes récentes révèlent qu'environ 2000 tonnes d'uranium auraient été exportées clandestinement ces dernières décennies, souvent mélangées au cobalt et en destination de la Chine. Un commentaire de votre part? Oui, l'uranium, on en parle de plus en plus maintenant. Je dois avouer, pendant plusieurs années, l'uranium était un sujet assez tabou, dont on ne parlait pas.
Maintenant, l'uranium revient plus à la mode parce qu'il y a un grand besoin énergétique d'abord pour les usages civils, les usages militaires aussi, bien sûr, mais le fait qu'il y ait une meilleure maîtrise de la technologie de l'uranium fait qu'on est plus à l'aise de rentrer dans les centrales nucléaires ou de remettre de nouvelles centrales nucléaires en opération, etc. Concernant ces allégations, parce que je qualifie d'allégations, nous avons choisi la ligne de ne pas être dans la défensive, mais d'être tout à fait ouvert aux critiques et de répondre aux critiques. Et nous avons répondu aux critiques de manière factuelle, de manière objective, en disant, venez, voici les statistiques, voici comment nous avons respecté au fil des années les normes qui ont été dictées par les institutions internationales en termes de limites acceptables de contenu uranium pour ceux qui exportaient. Et si vous avez mieux à dire, dites-le nous. C'est à ce stade que nous sommes attendant qu'ils nous reviennent. Parce que nous n'avons rien à reprocher, absolument rien. Vous savez, vous pouvez prendre des traces d'un produit dans un tout, et ce tout-là, vous pouvez l'extrapoler une très grande quantité. Ces traces vont devenir aussi une quantité conséquente. Et alors, c'est trop facile de dire que vous avez exporté cette grande quantité. C'est beaucoup trop facile de le dire. Mais sur le temps, on est resté dans les normes qui étaient tout à fait acceptables. Mais vous conviendrez avec nous, là où il y a la présence du cuivre, du cobalt, il y a également une présence d'uranium. Ce n'est pas un secret, c'est un fait qui est connu par les géologues, ça fait déjà des décennies. Il n'y a rien de nouveau là-dessus, c'est connu. Raison de plus, nous avons été très attentifs au seuil de cobalt, d'uranium contenu, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais on trouve souvent une association entre l'uranium et la minéralisation du cuivre ou du cobalt. Donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. Peut-on revenir sur la redevance minière et le cahier des charges qui fait souvent polémique entre ceux qui détiennent et les populations locales? A-t-on des chiffres sur les écoles qui ont été créées, les hôpitaux, les routes à la suite de la redevance minière et des cahiers des charges à l'intention des populations impactées par l'exploitation minière? Pardon, quelle est la question? Combien d'écoles, d'hôpitaux, d'emplois locaux ont réellement été créés en fait pour nos populations grâce à vos actions à la suite de la redevance minière et du cahier des charges qui en découlent? Je n'ai pas envie de me faire contredire quand je vais vous donner des chiffres, mais je vais quand même vous les donner. Il y a 521 projets prioritaires qui ont été approuvés, dont 335 ont été réalisés et 186 en cours. Et parmi ces projets réalisés, on note 80 écoles, 65 centres de santé, 62 projets d'accès à l'eau potable et à l'énergie, 28 projets agro-pastoraux, 47 projets socioculturels et 52 infrastructures routières, sans oublier des milliers d'emplois créés. Mais maintenant, moi j'aimerais plutôt dire ceci. Au-delà de la valse de ces chiffres, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental que nous devons tous comprendre. C'est que c'est l'homme qui est au centre de tout ça. Et nous devons avoir une vision claire de ce que nous voulons. Parce que je ne cesse de dire aux animateurs de structures qui gèrent ces fonds précieux que le destin de nos populations, pour leur développement, se trouve dans leurs propres mains, au travers de ces paiements infranationaux. L'argent est là. On n'a pas besoin d'aller au Fonds monétaire international. On n'a pas besoin de lever des eurobonds. On n'a pas besoin de la Banque mondiale pour se développer. L'argent est là. Alors prenons ça au sérieux. Parce que la question fondamentale, c'est de savoir cette mine, quelle qu'elle soit, elle va avoir une fin. Quelle est la durée de cette mine? Le dernier coup de pioche sera donné dans 20 ans, dans 30 ans, dans combien de temps? Et si c'est dans 30 ans, après ce dernier coup de pioche, qu'est-ce qu'on a envie de voir là? On a juste envie de voir quelques écoles construites. Non. Cette vision-là, c'est aujourd'hui qu'on l'a construit. Est-ce qu'on veut voir un hub de savoir un peu comme on voit Silicon Valley ou est-ce que c'est un hub de logistique? On veut voir parce que la position géographique est telle qu'on peut croiser des corridors logistiques. Qu'est-ce qu'on veut construire là-bas après la mine? C'est cette vision qu'on construit à partir d'aujourd'hui. Et je crois que cela a manqué jusque-là. C'est pour ça que nous allons dans une pédagogie de renforcer les capacités de ceux qui gèrent ces fonds-là. Leur faire comprendre, écoutez, si vous ne savez même pas la durée de vie d'une mine, qu'est-ce que vous gérez finalement? Vous gérez 3 centres de santé qu'on va inaugurer cette année
et puis de l'année prochaine, non, c'est pas ça le développement. Et Monsieur donc le c'est le vrai ministre- challenge, c'est renforcer les capacités de ces communautés-là, pour qu'ensemble nous construisions la vision que nous voulons Monsieur le ministre, c'est accomplir. un vrai challenge, vous l'avez dit, mais pour les Congolais qui nous suivent, Ouais. ceux-là qui sont à Kipushi, Ouais. ceux-là qui sont à Kolwezi, dans la province du Lualaba, Kipushi dans les Hauts-Katanga, ceux-là qui sont à Durba, pour être plus précis et concret, combien d'emplois ont été créés à la suite de l'activité minière en RDC? Vous avez parlé du nombre des hôpitaux. Est-ce que c'est suffisant? Et l'opinion voudrait être éclairée parce que quand vous parlez de la redevance minière, c'est en termes de millions. Mais ce que nous voyons sur le terrain ne reflète en rien les 600 millions dont vous parlez, non. Je crois qu'il faut faire attention lorsqu'on critique l'industrie minière. Je me souviens, il y a quelques années, par exemple, à cause de la conjoncture, il y a l'une ou l'autre mine qui avait fermé à Lubumbashi. Je peux vous dire, le lendemain de la fermeture de cette mine-là, le taux de banditisme, de pauvreté dans la ville est monté en exponentiel. Cela veut dire qu'il y a un impact direct et positif dans le vécu quotidien des populations autour des mines. Qu'on ne se leurre pas. Qu'on ne se leurre pas. Des emplois, on en a créé par milliers de manière directe et encore des dizaines de milliers de manière indirecte. On peut maintenant aller dans les statistiques société par société. Croyez-moi, les mines contribuent énormément. Énormément. Oui. Monsieur le ministre, nous sommes en train de terminer Oui. cette partie avec cette question. On parle beaucoup des minéraux, des transitions écologiques, le cobalt, le lithium. Pour l'un d'eux du gouvernement souminois, comment comptez-vous faire passer la République démocratique du Congo d'un simple exportateur de matières brutes à un pays transformateur? Exemple, Mamina l'a soulevé, en créant par exemple sur place une usine de fabrication de batteries. Oui, c'est au travers de toutes les réformes que nous faisons aujourd'hui. Regardez par exemple l'ARECOMS aujourd'hui. Garde une partie de stock stratégique de cobalt que nous refusons d'exporter, que nous gardons pour nous-mêmes. Mais c'est pour une transformation locale au pays. Et nous sommes en pourparlers avec des investisseurs justement pour venir faire cette transformation locale chez nous. Nous devons avoir le courage de faire ces réformes-là. Nous devons avoir le courage d'avoir un climat des affaires qui fait que les investisseurs viennent vers chez nous. C'est pour cela que nous nous sommes rapprochés de la Chambre des mines, pour pouvoir mieux les écouter, mieux les comprendre et savoir, mais qu'est-ce qu'il faut pour vous mettre à l'aise? Qu'est-ce qu'il faut pour que finalement vous puissiez investir dans la chaîne de valeur? Et je suis heureux, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a lancé le lithium comme concentré le mois passé. Mais déjà en décembre, on va produire du sulfate de lithium. C'est des sels de lithium. C'est déjà de la valeur ajoutée. C'est déjà un produit élaboré. Et cette tendance va continuer dans les autres métaux également. Même chose avec le cuivre. Regardez la fonderie que Camo a placée, qui a coûté près d'$1 milliard $1 milliard de direct flash smelter. C'est la plus C'est pour grande produire d'Afrique centrale, la d'Afrique. plus grande, 500 000 tonnes. C'est un monstre, ça. Et la plus haute technologie avec du direct flash smelting, c'est du jamais vu. Mais c'est du blister à 99,9% qu'on est en train de produire. Ça se fait déjà. Ça se fait, ça va s'accélérer. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons prendre la deuxième partie, à moins qu'il m'amène une autre question. La deuxième partie de cette émission liée à l'environnement et développement durable. Mamina, la ministre Marie Nyangi Ndamboila, elle va se prêter à notre exercice. Madame la ministre, la RDC a un profil indéniable, pays solution face au changement climatique. Qu'est-ce qui a été fait depuis que vous êtes là, justement, pour protéger nos forêts et nos tourbières, par exemple? Nous avons, sur base de la vision du président de la République, qui peut se résumer en la pérennisation des forêts tout en améliorant les conditions de vie des populations de la RDC. Et donc, sur cette base, nous avons travaillé sur des volets. Les volets structurels, c'est-à-dire mettre en place, poursuivre les réformes qui ont commencé avant nous,
la finalisation de la politique forestière qui donne de grandes orientations sur la gouvernance forestière et le code forestier qui réglemente la manière dont on doit exploiter la forêt. Donc nous avons pu finaliser la politique forestière et le code forestier est en phase de finalisation et nous pensons qu'à la session de septembre, ce code arrivera au niveau du Parlement pour être voté. Et donc, nous avons, au niveau de mon ministère, constaté qu'il y avait besoin d'améliorer l'image du pays à l'extérieur, parce que c'était un ministère tourné beaucoup vers l'extérieur pour des raisons évidentes que vous connaissez. Et donc, nous avons organisé la première semaine du climat qui met ensemble tous les acteurs, toutes les parties prenantes dans la gouvernance forestière. Et cette première semaine a débouché sur la feuille de route que nous avons présentée à Belém et qui a eu un écho très très favorable et qui a permis d'améliorer l'image du pays. Parallèlement à ça, nous avons travaillé surtout sur la réforme qui permet au pays d'enclencher des ressources financières pour le développement du pays. Et donc nous avons mis en place une stratégie de valorisation, certification, monétisation des ressources forestières de la RDC. Et cette stratégie a deux piliers majeurs, c'est le registre carbone souverain et puis les dispositifs MRV. Et les deux éléments, les deux piliers ne peuvent pas aller de l'avant ou ne peuvent pas être appliqués sans la loi. Ce qui fait que nous avons travaillé sur la loi sur le marché carbone, que nous sommes en train de finaliser. Ça a été déjà validé au niveau du Parlement parmi les matières d'habilitation du gouvernement et nous sommes en phase de finalisation pour que le président de la République puisse prendre l'ordonnance loi pour promulguer ces dispositifs qui va consacrer finalement cette réforme fondamentale et cruciale pour la République. Madame la ministre, pour votre information, allez-y rapidement. La Banque mondiale évalue les forêts de la RDC pour 230 000 milliards de dollars. Mais comment accéder à ces fonds si on ne met pas en place un dispositif qui permet justement d'aller mobiliser ces fonds? Et donc, pour la première fois, le pays a engagé, sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avec l'accompagnement de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, nous avons engagé cette réforme qui est en train d'évoluer très bien et qui va permettre au pays de bénéficier de financement carbone. Madame, je vais poser une question un peu, excusez-moi, un peu vulgaire. Vous demandez à un pygmée qui est à Sekri-Wenji, nous sommes dans la province de l'Équateur, de préserver la forêt, de ne pas couper le bois, parce que nous sommes en train de travailler, la République démocratique contribue à ces règlements climatiques. En retour, qu'est-ce que ce pygmée va gagner? Parce que nous devons protéger la forêt, pour être plus précis et concret. Oui, justement, pour permettre aux pygmées et à toutes les communautés rurales qui dépendent des forêts de bénéficier de ces ressources forestières, c'est à travers les marchés carbone. D'abord, un. Deux, à travers les paiements pour services environnementaux. Et depuis que je suis là, je viens de valider 5 projets qui vont travailler sur les paiements pour services environnementaux.
Il y a aussi les paiements pour services écosystémiques. Et nous avons validé déjà 4 projets qui vont travailler sur les paiements pour services écosystémiques. Et donc, tous ces paiements et surtout les marchés carbone qui octroient 20% du bénéfice aux communautés locales, et c'est suivi à l'international parce que c'est parmi les normes de l'accord de Paris. Lorsque vous avez vendu les crédits carbone, 20%, vous défalquez d'abord 20% du bénéfice pour les communautés locales. Et nous allons, à travers cette réforme, mettre en place des mécanismes pour le suivi de l'utilisation de ces 20%. Donc c'est du cash. Et généralement aussi, comme le marché carbone généralement procure des millions, si vous prenez 20% qui vont aller à une communauté comme une communauté de Libengui, de Massissi, de Kabeyakamwanga, directement la population va ressentir les effets bénéfiques de ces cash qui va arriver sur leur territoire, et ces cash va réaliser des projets communautaires qui vont être très très bénéfiques pour les populations. Et là, ici, je voudrais insister sur le fait que le président de la République, qui a fait les tours de la RDC, ayant constaté la situation dans laquelle se trouvent surtout les populations dans les zones rurales, tient beaucoup à cette réforme et il veille à ce que les communautés locales et les peuples autochtones, que nous appelons chez nous des pygmées, tirent profit de cette réforme structurante. Cette émission est très pédagogique aussi. Nos forêts, dont nous sommes l'un des poumons du monde, on devrait les protéger. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire, Madame la ministre de l'Environnement, si quelqu'un peut se réveiller ce matin, le matin et décider de couper un arbre près de chez lui ou chez lui, y a-t-il une procédure où on peut le faire sans aller à la municipalité ou poser de questions à qui que ce soit? Au niveau, par exemple, d'un quartier de Kinshasa, quelqu'un qui veut couper l'arbre, il se réfère d'abord à la commune. Il y a des services décentralisés au niveau de la commune qui donnent des autorisations et ils vont apprécier, au fait, ils vont arriver sur place, apprécier la nécessité de couper cet arbre-là. De plus en plus, quand on regarde surtout au niveau des communes périphériques, on coupe les arbres pour des boulangeries artisanales, le bois de chauffe, et des bois de chauffe. Et donc, c'est des autorisations qui ne sont pas permises. Donc, si vous voulez les faire pour ces besoins-là, vous ne les faites pas. Mais si vous démontrez que l'arbre a vieilli, et il y a risque que l'arbre tombe sur la toiture de la maison, la commune peut vous autoriser à couper cet arbre-là pour ne pas insécuriser la population. Qu'est-ce qui est fait justement pour lutter contre ce déboisement sauvage qui nous met tous en danger? Il y a des quartiers où il n'y a plus d'arbres du tout, il n'y a plus de parcs urbains, comme on dit, et c'est assez dangereux pour nous tous. Qu'est-ce qui est fait, justement? Ce qui est fait, c'est que nous travaillons avec le ministre provincial de l'Environnement pour que, au niveau d'abord de l'ensemble de la ville, que les normes qui sont édictées à cette manière soient respectées, et aussi de la ville, on va au niveau des communes pour que toutes ces normes soient respectées. Mais sinon, il y a des normes qui existent, on ne peut pas couper les arbres de n'importe quelle manière. Il y a la task force présidentielle destinée à assainir la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si vous la laissez complètement faire dans Kinshasa, ou on peut parler avec vous de ce qui est fait pour assainir les autres milieux urbains. Le président de la République a pris l'initiative de mettre en place une task force assainissement, et le ministère de l'Environnement est partie prenante.
Et donc, nous sommes en train de travailler pour assainir la ville de Kinshasa. Mais au niveau de mon ministère, nous avons élaboré la loi sur l'assainissement parce qu'on n'a jamais élaboré cette loi. Par exemple, lorsque la population, à travers le civisme, déverse les poubelles dans les caniveaux, lorsqu'on les prend, par exemple, en flagrance, quelles sont les sanctions réservées à... Donc, il y a une loi qui est en cours de finalisation pour que tout ceci soit suivi et que les règles qui ne seront pas suivies soient sanctionnées. Le recyclage des déchets plastiques, est-ce qu'il y a un projet ou des promesses à ce sujet? Le recyclage des déchets plastiques, c'est parmi les éléments qui dérangent énormément notre environnement. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le président de la République a pris l'initiative de mettre en place la task force. Nous avons, dans le cadre des réformes que nous avons mis en place, travaillé sur les projets qui vont permettre de limiter les déchets plastiques dans la ville ou d'en faire des éléments de l'économie. Parce que les déchets de plastique, au-delà d'être déchets, c'est aussi des matières premières pour la transformation. On peut en faire beaucoup de choses et j'encourage tous les partenaires qui viennent pour la transformation des déchets plastiques et d'autres déchets solides et liquides. Et donc, à ce jour, nous en comptons déjà 12 et nous espérons que d'ici la fin de l'année, parmi les 12 projets que nous avons signés, on pourra avoir des résultats concrets sur le terrain. 12 projets, sur quoi concrètement? Sur la transformation des déchets solides et liquides. Par exemple, les bouteilles plastiques, on peut en faire des dallos, on peut en faire de l'énergie, on peut en produire de l'énergie, on peut en faire beaucoup de choses. Et en ce qui concerne les déchets ménagers, parce que dans les déchets que nous générons, il y a plus de 70% qui sont constitués des déchets des ménages. Et ces déchets-là peuvent générer de l'énergie. Il y a 3 projets de partenaires qui ne touchent qu'à la transformation des déchets des ménages en électricité. Et donc, ça viendra régler un peu le problème d'électricité que nous avons dans la ville de Kinshasa et dans les autres villes de la RDC. Monsieur le ministre de Mines, Luatum Kabamba, l'exploitation minière détruit la nature et pollue souvent les rivières. L'environnement exige la protection de cette nature. Comment imposez-vous le respect de l'environnement dans le secteur qui est le vôtre, surtout aux multinationales? Oui. Je crois que j'ai dit tout à l'heure que ce qui fait partie de la bonne gouvernance, c'est aussi une bonne administration du Code minier. Le Code minier est très clair à ce sujet, en termes d'obligations pour la conformité environnementale. Ça part des évaluations que vous faites, de l'impact environnemental, des mesures d'atténuation, de remédiation, mais également ça passe par la garantie que vous devez mettre dès le premier jour où vous commencez vos opérations pour constituer dans un fonds séquestre un montant de réhabilitation environnementale de telle manière qu'au dernier jour, lorsque vous avez fini vos opérations, il y a de l'argent à côté pour pouvoir rendre à la nature de manière responsable ce qu'elle nous a donné. C'est-à-dire, lorsque vous avez un remblai, par exemple, il faut faire un capping avec de la végétation. Ça va ressembler plutôt à une colline herbeuse. Et lorsqu'il y a des trous béants, il faut sécuriser les environs et savoir comment. Tout cela est prévu dans le Code minier. C'est dans l'exécution que nous devons renforcer les mesures de contrôle, dans le dialogue que nous avons avec les miniers,
leur rappeler cela constamment. Et au travers de la commission que ma collègue a mentionnée, avoir d'un côté de la pédagogie, mais malheureusement aussi de la répression. Parce que lorsque certaines pratiques débordent, malheureusement, il faut utiliser le pouvoir régalien. Vous avez vu le cas de CDM, par exemple. J'ai été contraint d'arrêter les opérations pendant plus de 3 mois pour qu'ils remettent de l'ordre. Et ça leur a coûté ce que ça leur a coûté. Et ce sont des actions pareilles que nous faisons justement pour veiller à ce que le respect environnemental soit de rigueur. Ah, Madame la ministre de l'Environnement, est-ce que les inspecteurs de l'environnement ont le pouvoir de fermer une mine puissante qui pollue? Les inspecteurs de l'environnement ont ces pouvoirs, mais ils ne travaillent pas seuls. Parce qu'il y a une division du travail, mais c'est les rapports des inspecteurs de l'environnement qui déclenchent les processus de fermeture. Lorsqu'on constate que de manière récurrente, vous polluez, malgré les observations qu'on vous fait, malgré les taxes que vous payez, vous continuez à polluer, les inspecteurs sont en mesure de faire un rapport pour dire que cette société-là ne respecte pas les normes environnementales de manière volontaire, parce que les normes environnementales, lorsqu'on a la volonté, on peut respecter sans que ça coûte trop cher à l'entreprise. Et à ce moment-là, on peut déclencher les mécanismes pour la fermeture de cette usine-là. Merci beaucoup. Oscar, c'est à toi maintenant pour l'étape de la parole au peuple. Peut-être une question à vous deux. Hein? Comment collaborez-vous pour assurer une prise en charge optimale des questions transversales donc, qui touchent aux deux ministères que vous dirigez? Je commence avec Louatoum. Je crois que cela va de soi parce que je dois avouer, un des points faibles de l'industrie minière, c'est la conformité environnementale. C'est un peu le talon d'Achille de notre industrie. Et à ce titre, nous nous approchons très régulièrement du ministère dont ma collègue a la charge pour qu'ensemble nous puissions être sûrs que les normes environnementales les plus responsables sont mises en place et sont appliquées. Et nous faisons aussi recours à leur expertise aussi pour certains points spécifiques qui concernent l'environnement. En tout cas, nous avons une très franche collaboration, nous regardons dans la même direction, nous partageons nos notes et lorsqu'il y a une crise, généralement, c'est des missions conjointes que nous faisons. Nous descendons ensemble sur le terrain pour faire le point, voir ce qui doit être réparé et ensemble nous avançons. Madame la ministre. Oui, je crois que mon collègue a tout dit. Nous collaborons à travers des arrêtés ministériels qu'on prend, des arrêtés interministériels, à travers des commissions interministérielles, voire des commissions mixtes, comme c'est le cas maintenant. Nous collaborons aussi dans les échanges. Hein. On s'appelle pour partager des soucis qu'il y a sur terrain et échanger des idées. En tout cas, la collaboration avec les mines est vraiment permanente parce qu'on ne peut pas faire autrement. Regardez, par exemple, elle va maintenant passer la loi sur le carbone, pour l'environnement, pour le crédit carbone. Mais je l'ai déjà approché pour qu'ensemble on voit la pédagogie qu'il faut pour que tous les miniers puissent s'aligner, qu'ils comprennent qu'est-ce que cette loi aura comme impact dans leurs activités minières. Et nous allons le faire conjointement. Voilà des exemples pratiques de notre collaboration. Quand les entreprises minières polluent, elle intervient aussi en amont pour réagir. Au Katanga, il y a eu des entreprises qui ont pollué des rivières. Où en est-on avec les enquêtes qui avaient été lancées? Merci. Nous avons mis en place ensemble une commission interinstitutionnelle qui regroupe les représentants de la présidence, de la primature, du ministère des Mines, des hydrocarbures et de l'environnement. Ils ont réfléchi sur la stratégie de lutte durable contre les pollutions. Et là, ils ont mis en place un certain nombre de mesures qui passent par des normes que
tous les exploitants de la nature devraient respecter. Et nous avons même bénéficié de la collaboration de nos compatriotes qui sont installés en Afrique du Sud, qui ont une longue expérience dans l'accompagnement des miniers, dans le respect des normes environnementales. Et donc, il y a cette commission-là qui a travaillé, qui est en train de finaliser les rapports et surtout les normes qui vont faire l'objet du décret assigné par la première ministre chef du gouvernement. Donc, en ce qui concerne la lutte contre la pollution, nous travaillons vraiment en étroite collaboration parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est-à-dire il n'y a pas le respect des normes environnementales sans l'implication du ministre des Mines et du ministre de l'Environnement. On va se tourner vers le public. C'est maintenant la séquence de démocratie directe. S'il vous plaît, des questions directes et courtes, maximum 60 secondes. On commence avec vous. Vous levez, vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Christelle Ndaya, étudiante à l'initiation L2 journalisme. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Environnement. Ma question est la suivante. Il y a une loi sur le crédit carbone, une initiative très lourde, même au niveau international. Pourriez-vous nous parler des enjeux au niveau national et international de cette loi? Merci beaucoup, Madame, pour la question. La loi sur les marchés carbone fixe les règles de ce marché qui est un marché international réglementé à l'international à partir de l'accord de Paris. Alors, quel est l'enjeu pour la République? L'enjeu, c'est de pouvoir tirer profit de cette opportunité et donner à la République des ressources dont elle a besoin pour son développement économique et social. Et donc cette loi, au-delà d'énumérer les règles, elle focalise aussi et surtout sur le partage des bénéfices. Parce que les finances que nous enclenchons à travers l'application de cette loi devra permettre à la République d'assurer une redistribution des ressources à tous les niveaux, à partir du niveau central, le niveau provincial, le niveau local, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire bénéficier aux communautés locales des avantages liés à la protection de l'environnement ou des forêts et tout ce qu'il y a comme biodiversité dans ces forêts. Et donc, l'enjeu est vraiment le développement et la lutte contre la pauvreté à travers les ressources générées par les marchés carbone. Merci, Madame la Ministre. Deuxième question. Merci infiniment. Je suis Mario Osako, étudiant à l'Université de Kinshasa à la Faculté des sciences économiques. Ma question s'adresse directement au ministre de Mines. Je voudrais savoir, Monsieur le ministre, pourquoi vous ne faites pas recours à l'intelligence congolaise sur certains sujets qui cadrent avec le secteur minier? Merci. Merci, c'est une très bonne question. J'aimerais vous dire une chose. Tout à l'heure, j'ai échangé avec ma collègue et on parlait un peu de la jeunesse, parce que la jeunesse semble aller un peu dans tous les sens aujourd'hui. On a d'un côté une jeunesse qui semble déboussolée et qui traite sévèrement les générations des aînés, et une autre jeunesse qui semble être plus posée. Et je disais ceci, la jeunesse que moi je vois ici, c'est une jeunesse responsable, décomplexée et compétente. Elle ne demande qu'une seule chose, être considérée, être écoutée et lui donner l'espace pour s'exprimer, parce qu'elle est capable de bouger les lignes. Mais au-delà des mots, je peux vous assurer qu'il y a moins de 2 mois, j'ai fait un concours au sein du ministère. J'ai fait appel à tous les énarques, à tous les jeunes diplômés de l'École nationale d'administration,
Parce que je crois en cette jeunesse. Ils étaient une bonne quarantaine. Je les ai alignés sur tous les challenges dont j'ai parlé ici. J'ai dit, exprimez-vous. Faites-moi part de vos réflexions, de vos stratégies, de comment nous allons y arriver. Et croyez-moi, c'était un travail de très bonne facture qui a été fait. Ils ont été récompensés, tous ces jeunes gens-là. Et nous irons plus loin avec eux, parce que je crois en la jeunesse. Nous allons aller plus loin en leur donnant davantage d'opportunités, en le déployant en province également, pour qu'il y ait de la bonne pratique, qu'il y ait de la bonne gouvernance, et que cette jeunesse s'exprime. J'ai totalement confiance en cette jeunesse. Comme j'ai dit, on doit lui donner l'espace pour pouvoir s'exprimer. Et au reste de la jeunesse, j'aimerais aussi en profiter pour dire ceci. Dans la vie, vous êtes étudiant, n'est-ce pas? Vous allez finir, on va vous donner une position dans la vie. Mais sachez une chose, hein, les titres, les grades et les fonctions dans la vie, on les donne. La marge de manœuvre, on la crée soi-même dans la vie. On la crée par son savoir-faire, par son dynamisme, son charisme, sa foi en Dieu, appelez ça comme vous voulez. C'est comme ça que vous voyez, dans un même niveau, il y en a certains qui émergent comme des super personnes, parce qu'ils ont créé une marge de manœuvre. Je vous invite à la créer en vous éduquant davantage dans la technologie, dans les sciences et dans l'éducation financière, pour que vous soyez des vrais entrepreneurs avec une vision à 360 degrés pour comprendre c'est quoi la création de richesses, c'est quelle technologie dans laquelle il faut aller pour pouvoir compétir au niveau international. Vous êtes déjà décomplexé, vous n'avez aucune peur de quoi que ce soit, mais il faut encore ce travail supplémentaire et surtout cet esprit qui anime toutes les personnes qui ont réussi quelque chose dans la vie. C'est la résilience, c'est la persévérance, c'est accepter d'être dans un apprentissage constant, avoir la foi et le focus en quelque chose de plus grand que vous-même. Une troisième question. Bonjour, je suis Wonders Tomba, étudiante en architecture à l'ISAU. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Environnement. Ma question est de savoir quelles sont les retombées de la conférence qu'on appelle COP30, puisque jusque-là, nous ne voyons pas de retombées, nous voyons juste de conférences annuelles. Merci beaucoup. Merci pour la question, c'est une bonne question. Les retombées de la COP. D'abord, c'est au niveau de l'image du pays. Plus nous participons de manière pertinente au COP, nous améliorons l'image du pays à l'extérieur. Nous avons beaucoup de ressources, mais il est important de parler et de montrer notre implication dans la solution des problèmes environnementaux, surtout liés au changement climatique. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on va à la COP, c'est une rencontre où vous avez tous les partenaires internationaux qui financent les domaines de l'environnement et nous y allons avec des idées, des programmes, un peu comme la fois passée, nous avons amené le couloir vert, qui est une initiative personnelle du président de la République, qui est unique au monde. Nous avons amené ce programme, le couloir vert, Kivu-Kinshasa. Nous avons également amené le programme La forêt, c'est nous. Ça nous a permis d'aller mobiliser les financements pour développer des projets pertinents pour la population et pour l'État de manière générale. Aussi, c'est un cadre où on noue des relations bilatérales, multilatérales. Par exemple, dernièrement, lorsque nous sommes allés, nous avons pu arracher un accord avec le Brésil qui a mis en place une initiative TFFF qui se résume à préserver les forêts pour le bien-être des communautés locales. Et donc, nous avons arraché cet accord-là et nous étions les premiers pays à arracher cet accord avec le Brésil. Et bientôt, donc, le financement va démarrer en 2028. Le pays ne manquera pas des millions, voire des milliards, pour mettre en place aussi le développement socio-économique de notre pays. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois, mais en résumé, c'est vraiment montrer que nous sommes un grand pays. Il faut rester, les défendre et aussi aller arracher des financements climatiques à ce niveau-là. Toute dernière question, nous avions 15 minutes pour cette séquence, la parole au public.
Joas Mbabunzao, étudiant en gestion d'entreprise à l'UNIKEN. Ma question s'adresse principalement au ministre de Mines. Quelle est la politique minière en termes d'information que le gouvernement met en place en faveur de jeunes? Parce qu'aujourd'hui, on a accès difficile à l'information minière. On ne connaît pas, et surtout qu'on a les accords entre les États-Unis et l'UE et la RDC. On ne sait pas comment s'y prendre parce qu'il y a des étudiants qui manifestent l'intérêt d'y entreprendre, mais on a un grand manque d'informations possible. Merci. Oui, merci. C'est également une très bonne question. Nous allons finaliser dans les tout prochains jours. C'est un travail qui est fait à presque 80% déjà. Une plateforme numérique à laquelle vous pourrez tous accéder et avoir toutes les données du secteur minier. C'est-à-dire, ça sera le secteur minier en chiffres. Quels sont les investissements à ce jour? Quels sont les emplois créés? Quels sont les domaines dans lesquels le secteur minier offre encore des opportunités? En termes d'énergie, par exemple, le déficit énergétique, comment est-ce que ça se conjugue? Et quelles sont les solutions en termes de mix énergétique? Tous les domaines qui sont du secteur minier, qui font interface avec le secteur minier, seront sur cette plateforme-là. On trouvera un nom plus local. Pour le moment, on l'appelle Data Warehouse, où on met tous les éléments là-dedans. Et ça vous permettra d'y accéder, avec même un assistant en intelligence artificielle à qui vous parlerez en temps réel. On peut déjà vous faire la démonstration maintenant. Vous pouvez vous approcher d'un de mes collaborateurs, il vous montrera comment ça fonctionne. Ou vous posez la question en temps réel, voilà, je veux ça, et on vous répond directement. Je crois que ça pourra vous permettre d'avoir un meilleur aperçu et une meilleure compréhension du secteur minier. Il a fait allusion à l'accord de partenariat stratégique RDC-USA. Oui, il y a beaucoup qui se demandaient jusqu'à présent. Pardon? L'accord de partenariat stratégique RDC-États-Unis, ouais. Si quelqu'un veut y accéder, aujourd'hui, il va où? Il fait quoi? Mais c'est publié. Hein. Ça, c'est publié, c'est public, là, cet accord-là. Il n'y a rien qui est caché sous le tapis. Hein. Vous pouvez aller sur l'Internet et vous allez le trouver. Mais néanmoins, vous trouverez tous les contrats. Tout cela sera dans notre plateforme. Vous pourrez y accéder. D'accord? Ayez vos apaisements de ce point de vue-là. Voilà, Madame, Messieurs le ministre, pour clore ce panel, nous allons vous demander de regarder la caméra, puisque vous allez prendre un engagement phare aujourd'hui devant la nation pour l'année qui vient. Et c'est lequel? Je commence avec Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable. L'engagement, c'est de travailler pour la bonne santé, la pérennisation de nos forêts et de tout ce qu'il y a comme biodiversité. C'est le premier engagement du gouvernement souminois 2. Le deuxième engagement, c'est de ramener des ressources financières qui permettront à l'État de se construire, de construire le développement socio-économique. Le troisième engagement, c'est vraiment vis-à-vis des communautés locales et des peuples autochtones, c'est de travailler dans tous les projets liés à l'environnement sur le bien-être des populations locales et peuples autochtones qui sont par ailleurs des gardiens de nos forêts. Monsieur le ministre. Je crois que, d'abord, je dois avouer une chose avant de dire l'engagement que je vais prendre. Nous avons un chef de l'État, nous avons beaucoup de chance, d'avoir le chef de l'État actuel, qui est à la fois visionnaire et avant-gardiste, et qui met la jeunesse au centre du développement de ce pays et de l'avenir de ce pays. C'est ainsi que je n'ai qu'un seul engagement. C'est tout faire pour mettre en place les conditions nécessaires pour que cette jeunesse qui est en train de parler tout à l'heure puissent devenir des champions. Et ceux qui ont choisi le secteur minier, qui deviennent des super champions de le secteur minier, qui puissent prospérer. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, toutes les étoiles sont alignées. Nous nous battons pour cette bonne gouvernance, pour un climat des affaires sain. Cette jeunesse à qui on a souvent refusé des opportunités, nous sommes aujourd'hui dans l'obligation de leur donner ces opportunités-là, de les encadrer pour qu'ils puissent réussir. Et dans mon engagement, c'est n'épargner aucun effort pour que cette jeunesse se retrouve dans des conditions où elle pourra s'exprimer parce qu'elle est capable, parce que nous croyons en cette jeunesse
et nous savons qu'elle va relever le défi. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce panel. Mamina et moi, disons sincèrement et énormément merci au ministre Louis Watoum Kabamba, ministre de Mines, et à sa collègue, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Madame Marie Nyangué Ndambo, pour s'être prêtée à cet exercice. Est-ce que nous pouvons les ovationner? Merci également à l'assistance, une assistance hétéroclite constituée essentiellement des jeunes. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le pays et le monde. Rendez-vous au prochain panel de redevabilité. D'autres membres du gouvernement vont passer ici sur ce plateau, dans ces studios Maman Nguébi, pour parler de leur secteur. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits.